Rebonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot et ce soir, invité spécial avec nous Simone Rovera est dans Intégral Foot. Buonasera Simone, bienvenue à vous. Ah, bonsoir. Alors j'espère que l'accent est bien, hein. Enfin j'ai fait mon max. Donc c'est pas mal, ça peut s'améliorer quand même. D'accord, bienvenue à vous en tout cas sur Ville Lumière. Vous êtes journaliste chez RMC SFR Sport et vous travaillez aussi pour la Sky Sport ainsi que le journal Tutto Sport. Je vais commencer par une question sur le Paris Saint-Germain. Donc qu'avez-vous pensé de cette saison? Est-ce que pour vous elle est réussie? Ça commence avec la question la plus compliquée. C'est difficile de répondre, c'est-à-dire, bien sûr, c'est une saison qui va se terminer avec des titres, c'est une saison qui va être satisfaisante, c'est une saison qui n'est pas ratée comme la saison dernière, il n'y a pas de comparaison à faire. Ça reste une joie, je trouve, un peu mitigée parce que, comme la saison dernière, comme depuis longtemps, les caps a été fixé très très haut pour les Paris Saint-Germain, par tous, par le club, par les supporters, par nous, les médias. Et donc, on s'attend toujours de voir Paris, bien sûr, dominer la Ligue 1, mais surtout briller en Europe. Et quand ça n'arrive pas, et comme ça n'arrive pas, ça reste une vision un peu plus mitigée, voilà, de la saison. Globalement, on peut rien dire sur ce qu'ils ont fait en France. La victoire est nette. Il y a eu des très beaux matchs. Les 7 ans sur Monaco, je pense que c'est la cerise sur les gâteaux. C'est la meilleure façon de terminer ces championnats en montrant toute la puissance de ces clubs, de cette équipe sur les domaines locaux. 7 ans qui arrive sans Verratti, sans Mota, sans Neymar, sans Mbappé. C'est comment juger la concurrence. Bien sûr, il y avait des absents même à Monaco. Mais comment on peut voir la concurrence en France quand la deuxième force du championnat s'est fait écraser comme ça? Globalement, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu en tant que journaliste. J'ai vu de belles choses, surtout en Ligue 1. Après, je trouve, comme je dis, que c'est un bilan suffisant, mais malheureusement, l'Europe, ça compte beaucoup, ça compte peut-être trop dans les jugements qu'on va faire à la fin de la saison. Donc, mais non, parce que je prends pas en considération l'hypothèse que Paris ne gagne pas la Coupe de France. Ça, c'est bien sûr et certain. Pour vous, Unai Emery, vous êtes un pro-Emery, un anti-Emery, vous vous positionnez comment sur ce cas-là? Non, je veux pas dire pro, anti. Je trouve que ma position a été toujours plutôt claire. J'avais mes doutes au début. J'avais mes doutes sur le fait que pour franchir un cap en Ligue des Champions, Paris prenait un entraîneur qui n'avait jamais fait des gros exploits en Ligue des Champions. Au contraire, s'était fait toujours éliminer très tôt. C'est vrai qu'il avait remporté l'Europa League. C'est pas la même compétition, c'est pas la même chose, mais c'est bien sûr une compétition importante. Et après, j'ai pas trouvé Emery capable d'apporter un plus au niveau européen au PSG. C'est difficile de juger au final, parce que les deux éliminations arrivent face à des grands clubs d'Europe, des grands clubs d'Espagne. Mais globalement, on va se souvenir de quoi sous l'ère Emery, de 4-0 face au Barça, mais malheureusement, il y a les siens derrière, et de la victoire 3-0 face au Bayern, qui, en connaissant un peu ce qui se passait au Bayern dans ces moments-là, c'était un Bayern un peu avec les bras baisser en attendant de faire changer quelque chose sur le banc. Donc voilà, je trouve qu'Emery n'est pas arrivé à faire ce qu'il promettait, ce qu'on lui demandait, ce qu'on voulait voir de lui, ni imposer son véritable style de jeu. Je l'ai jamais trouvé un jeu émérien au Paris Saint-Germain. J'ai toujours trouvé que c'était un peu changer certaines choses de l'ancien jeu, de l'ancien PSG, bien sûr, la récupération un peu plus haute, bien sûr un peu plus agressif, mais
Moi, j'ai trouvé qu'on peut dire un upgrade peut-être du système de Laurent Blanc, mais rien de nouveau. Après, c'est aussi parce que je crois et je suis sûr aussi que Méry n'a pas arrivé à prendre les choses en main dans le vestiaire, et ça a été un de ses limites. Et même s'il était quelqu'un qui bossait beaucoup, qui s'est donné à fond pour l'équipe, pour le club, qui était capable de créer une certaine lien avec les supporters, mais je trouve qu'au final, c'est pas mon jugement qui va rester ou qui est important pour la saison d'Emery. Je pense que les sifflets du Parc des Princes, depuis l'élimination, à chaque composition, à chaque lecture de compo, il y a une partie du parc qui siffle pour Emery. Et au début, c'était plutôt une grande partie du public. Ça montre que quelque chose s'est cassé, et donc c'est même les jugements même des supporters. Je pense que je vais dire qu'est-ce que va rester de cette parenthèse d'Unai Emery au Paris Saint-Germain. Mais moi, j'étais pas au début un anti, un pro, etc. Moi, je pense que c'est le travail et les résultats qui on juge à la fin. Et les travails, les managements, les résultats, ils ont été globalement positifs, mais l'échec de la saison dernière, ça reste immense pour un club comme le Paris Saint-Germain. Tu as parlé tout à l'heure de la déception un peu du PSG par rapport à la saison. On perd encore en huitième. Mais finalement, quand on prend du recul, est-ce qu'on se dit pas que le projet alors, sans évidemment trouver d'excuses, est-ce qu'on peut pas se dire, finalement, le projet du PSG est quand même assez neuf. Qu'est-ce que tu veux faire contre le Real Madrid ou le Barcelone, de Messi, de Ronaldo? Finalement, hormis la communication du club, qui en fait beaucoup trop avec la Coupe d'Europe, finalement, est-ce que c'est pas somme toute normal de perdre contre des équipes contre le Real, comme le Real Madrid ou le Barcelone? Et peut-être que si on avait joué la Roma ou des équipes plus faibles en Porto, des équipes plus faibles en huitième, finalement le PSG serait plus loin. Finalement, en fait, le bilan est tronqué par le fait qu'on perde contre des équipes, des cadors européens. C'est pas seulement les résultats, je trouve. Il y a aussi la façon d'avoir ces résultats. La Juve s'est fait éliminer par le Real Madrid, mais je pense que les supporters de la Juve, ce que j'ai vu surtout sur les derniers matchs des championnats face à la Sampdoria, ont rendu hommage à la Juve, ont rendu hommage à ces joueurs. Ils étaient capables de se révolter après une défaite humiliante à domicile, qui étaient capables de renverser les scores. Après, il y a eu l'épisode de la discorde. Bon, là, c'est notre discours, mais il y a une façon de perdre, il y a une façon de se faire éliminer. Et je trouve que les deux façons de se faire éliminer de PSG face au Barça et face au Real Madrid, on était les deux lamentables. Parce que face au Real Madrid, il y a bien sûr dans les deux matchs des épisodes controverses arbitrales. Il y a eu la malchance parce que moi, avant de penser qu'un arbitre siffle vraiment pour désavantager une équipe, non, qu'il y a un arbitre qui se fait plus influencer par certains clubs plus puissants et dans certains stades. Oui, je suis d'accord, ça arrive toujours, ça arrive dans chaque championnat, ça arrive pour la Juve en Italie, pour le Bayern en Allemagne, pour le PSG en France, pour le Real et le Barça en Espagne. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Mais au-delà des épisodes arbitrales, au-delà de résultats, moi, je trouve que dans les 2 huitièmes de finale, ça reste les 4-0, bien sûr, de match aller, extraordinaire de la saison dernière. Ça reste une bonne heure de jeu au niveau face au Real Madrid au match aller. Et là, quand il fallait montrer d'avoir quelque chose en plus, d'avoir de la fierté, de l'avoir des tripes, d'avoir la force, d'avoir vraiment ce qu'il faut pour aller loin en Europe, moi je l'ai pas vu. Et donc c'est ça que ça reste lamentable à mon avis, au-delà des résultats d'élimination face au Barça et face au Real Madrid, et qu'il n'y a jamais eu de révolte. Et les siens, je trouve presque, si les siens, on pouvait penser c'est un épisode, c'est incroyable, c'est quelque chose de jamais vu dans l'histoire du football, ok. Les matchs retour au parc face au Real Madrid, moi je l'ai trouvé autant décevant, parce que là-bas il n'y a jamais eu un seul instant
pour moi, observateur de foot. Après, peut-être les supporters en ont une autre vision. Moi, j'ai jamais eu un seul instant où je me suis dit, peut-être le PSG va faire l'exploit, va révolter les scores, va renverser le Real Madrid et va arriver à la qualification. Il m'a jamais fait douter en positif. Et c'est ça, à mon avis, qui est triste avec les joueurs qu'il y a, avec les projets, avec l'immensité des idées et des joueurs qu'ils ont achetés dans les dernières saisons. C'est que ça te manque vraiment les petites étincelles qui va allumer quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que toi, c'est lié, enfin, cet esprit qui est pas insufflé, c'est plus lié à l'entraîneur, c'est-à-dire que si on change d'entraîneur, on prend un Ancelotti, Guardiola, ça peut aller mieux, ou ça vient de plus haut, ça vient du club, de l'institution PSG? Alors, à mon avis, il y a un discours qui est plutôt général. L'entraîneur doit être mis dans les meilleures conditions, c'est sûr. Mais l'entraîneur doit être quelqu'un qui a les clés et qui est capable de se faire écouter, se faire toujours respecter, se faire aimer, où il faut créer un lien, quelque chose qui soit du respect, de la peur, de l'amour, qui soit une empathie ou qui soit l'effet d'être capable de piquer dans les vifs la fierté de ses joueurs quand il faut. Mourinho est extraordinaire sur ça dans ses meilleures années. Ancelotti crée l'empathie, Klopp aussi. Guardiola, c'est quelqu'un qui a un respect énorme par n'importe qui dans le monde du football. Et je trouve que Emery était un peu ni un ni l'autre, pour dire. On n'a pas compris quelle était sa force principale dans les dialogues avec ses joueurs. Je trouve que il aurait fallu, bien sûr, à partir du club, peut-être il aurait fallu mettre les choses un peu plus en clair au début, chercher de baisser un peu l'ambition et chercher de dire nous on veut arriver, on veut gagner les championnats et la Ligue des Champions, c'est notre rêve, c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose où on voudrait faire bien, mais voilà. L'effet d'avoir toujours dit à partir de la présentation de Emery, on veut franchir un cap. Donc, mettre l'objectif minimum, la demi-finale, et franchir un cap depuis ce qu'ils ont fait avant, c'était donc dire au moins la demi-finale. Moi, je trouvais qu'il y a mis une pression supplémentaire sur le fait qu'aujourd'hui, ce PSG n'a pas été capable de gérer, n'a pas été capable de résoudre un peu les questions comment avancer en Ligue des Champions. Mais je trouve vraiment que on peut pas faire des comparaisons. C'est-à-dire, je sais pas s'il y avait Ancelotti sur le banc, qu'est-ce que serait passé. Je crois que on a vu Ancelotti qui n'a pas réussi à s'imposer totalement au Bayern. Après, et personne n'aurait pu imaginer qu'un mec comme Ancelotti n'arrivait pas à faire l'unanimité dans un grand club comme le Bayern. Donc, tout est possible. L'institution, je l'ai trouvé faible en certains moments, plus dans les passés, plus dans la gestion de cas Aurier, donc dans la façon aussi de virer Laurent Blanc, qui n'était pas très compréhensible, pas pour les résultats, mais pour la façon. En février, elle est prolongée, après il est viré, on dirait presque qu'il découvre d'être viré sur un entretien sur la presse écrite. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des erreurs, parce que c'est vrai que les clubs est nouveau, les projets nouveaux, il doit progresser le management du club, ça c'est sûr et certain. Mais sur la révolte, moi je trouve pas la faute sur l'effet de l'élimination, je trouve pas la faute du club, quant plutôt à certains joueurs cadres qui étaient là ou qui étaient pas là ou qui n'ont pas été déterminants et l'entraîneur. Donc que faut-il changer pour faire en sorte que ça change en fait? Est-ce qu'il faut changer le président aujourd'hui qui est Nasser El-Khelaifi? Est-ce que pour vous qu'est-ce qu'il faut changer pour faire en sorte que déjà je change pas Nasser El-Khelaifi parce que je trouve que quand même
il a fait du bon travail, il a fait des erreurs, bien sûr, mais c'était normal. Il est arrivé d'un milieu différent, il a appris des choses. Il a été capable de apprendre un peu de ses erreurs. Je le trouve un peu plus tranquille dans sa communication aussi. Je le trouve aujourd'hui être un président qui a pris un peu plus les choses en main, mais était capable aussi de laisser un peu de recul là où il fallait. Les débuts, c'était peut-être trop proche de certains joueurs, c'était trop attaché à certains hommes. Là, je trouve qu'il fait un meilleur boulot des précédents, c'est-à-dire qu'il a vraiment compris qu'il peut pas tout gérer. Et voilà. Moi, j'échangerais. Moi, je suis pas satisfait pour vous dire de la saison de l'Inter Enrique, parce que oui, il a acheté Neymar et Mbappé, qui sont des grands joueurs. Selon ce que je sais, c'est même pas lui qui a géré toutes les négociations. Il y a un gros travail, surtout pour Neymar, du président Akelaifi. J'aurais trouvé important cette année de vendre mieux certains joueurs en janvier, comme c'était le cas de Pastore qui après est resté. On a vu sa deuxième partie des saisons, qu'est-ce qu'il a donné. Pour Lucas, j'étais pas trop. Je trouve que l'a été vendu plutôt bien, mais peut-être on pouvait trouver mieux. Le cas Ben Arfa, peut-être que c'est pas lui aller devoir gérer, mais ça reste un peu étonnant. Mais je dis, c'est pas totalement sa faute, mais il y a eu, je trouve, de la gestion un peu au quotidien, au vivre dans l'équipe, que ça pouvait être fait mieux. Voilà. Je trouve qu'au quotidien, le club pouvait être un peu mieux géré dans la partie sportive. Et je trouve qu'Antero, pour l'instant, n'a pas réussi totalement sa première saison. Est-ce qu'il va avoir une autre? Oui, je pense. Est-ce que il peut faire mieux? Oui, c'est sûr. Et on va voir s'il sera capable de ramener quelque chose en plus. Moi, je m'attendais d'Antero vraiment de prendre un poids plus relevant s'il voulait le faire. Il a eu l'occasion de le faire, mais je trouve qu'il a eu un peu il a raté un peu, même au niveau des coms. La seule chose vraiment au niveau des coms qui m'a resté d'Antero, c'est la lettre aux arbitres après les matchs face à l'OM, que malheureusement c'était même pas si ça a été même pas l'effet. C'était après l'OM ou avant l'OM? C'était après, j'ai l'impression. C'était même pas ils étaient malchanceux, peut-être que cette lettre est sortie, mais c'était même pas ça qu'il fallait faire à ces moments, je trouve. Bon, voilà. S'il y a quelque chose à changer, on sait que l'entraîneur va changer. Moi, je voudrais voir quelque chose de différent au niveau des directeurs sportifs, parce que je suis pas trop convaincu que la saison d'Inter Enrique a été totalement positive. En termes d'entraîneur, si vous étiez décideur, Simone Rovera, qui allez-vous chercher aujourd'hui pour remplacer Unai Emery? En sachant que Thomas Tuchel a été pratiquement fait, moi j'aurais pris, sincèrement, peut-être pour la nostalgie, peut-être parce que je suis italien, moi j'aurais pris à nouveau Carlo Ancelotti, parce que je trouve qu'il n'avait pas terminé son cycle ici. Je trouve qu'il a aimé vraiment la ville de Paris, les supporters. Elle avait créé quelque chose de beau. Je trouve que les supporters l'aimaient. Et je trouve que ça aurait été un bon choix pour redonner les clés du vestiaire et de l'équipe à quelqu'un qui déjà connaît Paris, qui a de l'ambition, mais qui sait déjà quelles sont certaines limites aussi du PSG, comment on s'enflamme sur des objectifs qui sont peut-être loin, et surtout il connaît une grosse partie du vestiaire, et une grosse partie du vestiaire l'aime, les respecte et les suit les yeux fermés. Donc voilà, moi j'aurais aimé voir un retour de Carlo Ancelotti au PSG. Je sais que c'est pas possible.
Bah justement, Simone, pourquoi c'est pas possible d'après toi? Parce que finalement, ça reste mieux que Thomas Tuchel comme option. Ancelotti est libre, je pense pas qu'il serait contre revenir en PSG. Pourquoi ça le fait pas? Bah, là, c'est pas, j'ai pas cette réponse. Moi aussi, je pense qu'il serait très intéressé à un retour à Paris. Si les Paris Saint-Germain va choisir quelqu'un comme Tuchel, qui a moins d'expérience en Ligue des Champions, qui a un profil très différent et qui a une vision un peu de football plus d'avenir, on peut dire, voilà, c'est considéré une représentante de la nouvelle vague allemande qui est en train de faire des choses très très intéressantes. Pourquoi pas? Après, je pense que Ancelotti peut, quand il a décidé de partir du PSG pour aller au Real, pour quelqu'un, c'était un geste, c'était les gestes de trop, c'était l'effet de vouloir quitter Paris et ça n'a pas été beaucoup apprécié. Peut-être, c'est une hypothèse, mais je crois que c'est difficile de voir un entraîneur qui préfère partir au Real quand il avait encore un contrat avec le PSG. Et peut-être c'est pour ça, mais pour moi quand même, ça reste gâchis d'avoir l'occasion de prendre un entraîneur comme Ancelotti et de ne pas le prendre. Après, Tuchel pour faire toutes les meilleures choses, je souhaite le mieux pour lui pour le PSG. Mais à mon avis, c'est si tu mets une balance, l'importance sur un balance, l'importance, le poids, l'expérience des deux, bien sûr la balance tombera toujours plus de la partie de Carlo Ancelotti que celle de Thomas Tuchel. Et moi, ma question, Simone, c'était pour savoir, est-ce que le PSG laisse vraiment trop de liberté à ses joueurs, les dorlote trop? Bah, alors, ça, c'est une belle question. Je trouve que, malheureusement, cette année, on a encore vu des choses, un peu, voilà, un peu étranges, un peu décevants. Après, les clubs doivent chouchouter un peu et tuteler ses joueurs, c'est normal. Moi, si je suis un représentant de club, j'aime pas du tout la com de Neymar pendant le match de titre. Je n'aime pas du tout la gestion du cas de la blessure de Neymar. Je n'aime pas du tout même certaines déclarations de Daniel Alves après l'élimination, quand il est premier à dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les vestiaires. Il faut comprendre ça, au moins, si pour ce que j'avais compris sur ces déclarations avec la comparaison avec le Brésil et les PSG. Moi, je trouve que parfois les clubs, je sais pas s'ils aiment trop, et après c'est difficile de dire les clubs, trouver une personne au club. Et là aussi, je reviens un peu au discours d'avant. Est-ce que c'est Antero? Est-ce que c'est Nasser? Est-ce que c'est d'autres personnes? C'est difficile parfois à comprendre qui peut gérer certaines choses de la com du joueur et certains rapports quotidiens. Mais je trouve parfois, oui, que il y a un peu trop de liberté sur de certains joueurs pour s'exprimer. Il faudrait un peu plus de distance, voilà, entre ce qu'un joueur pense et ce qu'un joueur dit parfois. Et les clubs devraient un peu plus les aider à communiquer et aussi à empêcher. Moi, j'ai trouvé aussi la fête de Neymar un peu trop, voilà, avec l'histoire qu'il y avait un match derrière. Je suis pas sûr que tous les entraîneurs du monde auraient apprécié ça. Je suis pas sûr que Emery aurait apprécié ça. Mais quand tu laisses que Neymar prenne tous les pouvoirs qu'il a, à niveau des coms, à niveau de image, c'est une choix et on peut pas revenir en arrière. Donc voilà, si ça c'est les prix à payer pour avoir un grand joueur comme Neymar dans ton effectif, ok. Après, à un certain moment, il faut que le club soit au-dessous de tout. Et je suis pas sûr que cette saison le club a été vraiment au-dessous de tout.
Justement, il y a pour moi un joueur qui symbolise le laxisme du PSG, c'est Adrien Rabiot, qui a été formé au PSG, qui doit tout à ce club-là, et qui aujourd'hui fait un peu des siennes. Rabiot ne veut pas jouer 6, Rabiot peine à prolonger, Rabiot négocie avec d'autres clubs. Puis finalement, dans les gros matchs, dans les matchs importants à Barcelone l'année dernière, au retour cette année, il n'est pas vraiment là. Est-ce que finalement, en plus, on sait que l'hygiène de vie du joueur n'est pas bonne? Est-ce que le PSG doit montrer l'exemple, frapper du point et dire à Rabiot de prendre la porte justement? Vous savez, avec Rabiot, il y a eu déjà eu un précédent quand il voulait pas prolonger, il avait négocié avec la Roma, et après il avait été un peu mis à l'écart à quelques temps avant de prolonger. C'était quoi? C'était 2015 peut-être. Je vais pas, je me rappelle pas bien, mais je dirais 2015. Je trouve que oui, un cas comme Rabiot, ça devrait être important à gérer. Je trouve qu'un joueur comme Rabiot pourrait devenir un symbole du PSG. Après, il faut les vouloir, il faut les démontrer, il faut montrer un attachement vrai, réel au club. Et je sais pas si Rabiot a vraiment fait ça ces dernières saisons. Il y a eu des sorties médiatiques que j'avais pas appréciées du joueur. Il y a 2 ans, si je me trompe pas, à Téléfoot, il avait dit une chose comme Nasser m'aime bien, et je sais qu'il ne refuse pas les choses. Je trouve que tu as raison quand tu dis que Rabiot devrait être un symbole positif, et peut-être il n'a pas été tout le temps. Mais voilà, je trouve que si les PSG veut avoir que des joueurs qui sont vraiment à fond dans cette idée des clubs, à fond dans ces projets, quand il y a un joueur qui veut partir, quand il y a un joueur qui n'est pas peut-être totalement concerné, qu'il y a un joueur qui préfère avoir plus de temps de jeu ailleurs plutôt que n'avoir pas à Paris, ou que n'avoir peu à Paris, comme a été le cas de Pastore en janvier. Je trouve que on n'est pas obligé de tous les retenir. Et si Rabiot a des offres importantes, et s'il y a des offres qui vont être solides pour le club, oui, je pense que le club pourrait les faire partir. On ne doit pas penser que si un joueur part, c'est une défaite. Ça peut être une victoire pour tous, si à niveau économique, c'est bien entendu. Mais là, c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été très bien vendus au PSG depuis les dernières années? Moi, je trouve pas. C'est lui qui a été considéré l'affaire énorme de cet été du Paris Saint-Germain, a été la vente de Blaise Matuidi. Mais voyez, moi, un joueur comme Matuidi, c'est un joueur que je vendrai jamais pour 20 millions, pour 30 millions, à un an de la fin de son contrat. Moi, je trouve que Matuidi était vraiment une représentante de PSG. C'est lui qui avait vraiment ses couleurs dans les yeux. Et sa saison à la Juve, elle était très positive. Avec la Juve, il était très proche d'un exploit extraordinaire en Ligue des Champions, et il a participé à une des matchs plus réussis de l'histoire de la Juve en Ligue des Champions, avec cette victoire extraordinaire Bernabéu, qui malheureusement n'a pas servi pour la qualification. Donc, si je dois penser, on vend Matuidi, on garde Rabiot, pour ce qu'ils ont toujours montré vers le club et l'attachement qu'ils ont eu à ces couleurs, à mon avis, il y a un souci à la base. Voilà, je suis d'accord sur ça. Juste, Simone, vous avez parlé de la Juventus. J'aimerais parler du championnat italien, alors que aujourd'hui, beaucoup de médias annoncent la mort de la Serie A avec la fin des grands Milan, la suprématie de la Juve, etc. Est-ce que la qualification de la Roma aujourd'hui, l'arrivée du Grand Napoli, le retour des deux Milan aujourd'hui, le championnat italien peut revenir dans la cour des grands avec l'Espagne, l'Angleterre et un peu aussi l'Allemagne? Alors, ça, c'est un discours très, très intéressant et très compliqué. Moi, je trouve que, bien sûr, il y a 20 ans, on parlait de la Serie A, qui était les championnats dominés
l'Europe, qui était la référence à niveau des jeux, à niveau des salaires, à niveau des droits télé, à niveau des diffusions. Aujourd'hui, c'est pas ça, bien sûr. Il y a un pouvoir sportif qui est espagnol, et c'est les résultats européens de ces clubs dans les dernières saisons qui montrent ça. Il y a un pouvoir économique qui est celui de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et derrière, il y a l'Italie. L'Italie est troisième au ranking UEFA. L'Italie de celui de club. L'Italie a eu 2 finales des Ligues des Champions avec la Juve dans les 3 dernières saisons. Il a une demi-finale avec la Roma. Il y a eu aussi des demi-finales en Europe en 2015 en Europa League. Malheureusement, la Lazio s'est fait surprendre d'une façon incroyable à Salzbourg. Sinon, on aurait eu une autre équipe en demi-finale en Europa League cette année. Je trouve que le foot italien a été au moment plus bas avec la sélection. Oui, il a eu un moment vraiment des trous noirs il y a 4-5 ans, même en Europe, avec des résultats qui n'arrivaient pas, avec des parcours très compliqués des clubs milanais après la victoire de l'Inter en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans, donc une époque énorme est passée. Mais depuis 2-3 ans, il y a un renouveau que je vois à niveau d'entraîneur, à niveau du jeu, à niveau des jeunes qui sont titulaires dans leur club. Et là, je pense au Milan avec un joueur comme Donnarumma, un joueur comme Romagnoli, à Calabria, Cutrone, même Suso, il est plutôt jeune, même s'il n'est pas italien. Mais je vois une nouvelle vague italienne qui peut donner de l'espoir. Après, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a l'Espagne et l'Angleterre. Mais derrière ça, et c'est les résultats qui le disent, il y a l'Italie. Est-ce que c'est un échec d'être 3e championnat d'Europe derrière les 2 mastodontes anglais et espagnols? À mon avis, non. Il y a l'Espagne encore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des petits clubs aussi qui font de très bons résultats. Moi, je me demande, et là, on aura la réponse dans 4-5 années, qu'est-ce qu'ils vont rester, comment ils vont rester au top niveau Real et Barça après Neymar et Cristiano? Parce que c'est sûr qu'ils resteront toujours des clubs extraordinaires, des clubs hyper puissants, économiquement solides et avec une pile magnifique. Mais après, il faudra voir combien les 2 joueurs plus importants des 20 dernières années, plus déterminants et plus beaux, comment les clubs vont continuer sans eux. Ça va être une belle question. Je ne promets pas que l'Italie va revenir aux premières places des rankings UEFA, mais je trouve que elle est sortie de son trou noir et maintenant, ça reste d'attendre la suite. J'espère qu'avec les 4 places en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, on aura de nouveaux exploits au niveau de la Roma. Peut-être ce sera l'année du Napoli. Je trouve que ça va pas si mal qu'on peut imaginer le football italien. Simone, moi je voulais savoir par rapport au Milan, on sait que la Juventus a été un des clubs qui a le plus demandé le fair play financier, et aujourd'hui les 2 clubs après le PSG et Manchester City qui sont le plus surveillés, c'est les 2 Milan. Comment en Italie on voit le fair play financier aujourd'hui? Non, on le voit très bien, c'est-à-dire c'était presque une mesure inévitable pour éviter qu'il y avait des gros problèmes dans le monde du football. La dette générale du monde de football en Europe a diminué. Et moi, je trouve que les fair play financiers, c'est un instrument qu'il va bien utiliser, qu'il faut bien utiliser. C'est vrai que j'avais fait un exemple il y a quelque temps à l'after. Je trouve que si on veut limiter la vitesse sur l'autoroute à 100 km/h, si ça peut sauver plusieurs vies, c'est bien. Si après il y a certains qui sont capables de rouler à 150 sans créer des dangers pour eux-mêmes et pour les autres, c'est très bien. Mais ils peuvent aller à 150
Mais si on a choisi de mettre des limites, c'est parce qu'il y avait d'autres qui pouvaient se mettre en danger. Les fair play financiers n'est pas né pour empêcher à tel club ou à tel autre club d'acheter des grands joueurs. C'est créé pour éviter que des clubs font des faillites improvisent, pour éviter qu'il y a trop de dettes dans le monde de football, pour éviter qu'on achète des joueurs à niveau trading en espérant de les revendre, en faisant des paris sur l'avenir des joueurs sans fin. Moi, je trouve qu'il y a une base positive dans les fair play financiers. Après, comme toutes les nouveautés du football, parce que les fair play financiers, c'est encore quelque chose de très nouveau, il faut du temps, de l'adaptation, revoir peut-être certaines mesures. Mais en Italie, la vision du fair play financier, c'est quelque chose qui est bien vu. Après, il faut aussi dire une chose, il n'y a pas énormément de clubs en Italie qui seraient capables de dépenser beaucoup d'argent chaque année, chaque été. Et il y a un sponsoring qui n'est pas au niveau des Anglais, il y a des droits télé qui sont pas au niveau des Anglais, donc c'est une formule qui quand même ne déplaît pas au football italien. Malheureusement, Milan et Inter ont des soucis. Je trouve que les soucis de Milan sont un peu plus grands parce qu'il y a une histoire derrière du propriétaire et sous sa capacité financière réelle qui pose des doutes en Italie. Pour ce qui concerne l'Inter, c'est différent parce que les groupes Suning est hyper puissante et hyper solide en Chine et en toute l'Asie, mais ils ont décidé aussi par des lois chinoises de ne pas investir dans le monde du football des sommes énormes chaque année, c'est-à-dire de ne pas faire sortir de la Chine des sommes d'argent qui sont investies dans un produit qui n'est pas considéré rentable selon l'économie chinoise, qui est le football en Europe. Donc voilà, c'est des situations différentes, mais bien sûr que ça, il faut les résoudre parce que on peut pas imaginer que Milan Inter ne peut pas se renforcer, ne peut pas continuer à acheter des joueurs, ne peut pas être en Europe, les deux, peut-être pourquoi pas en Ligue des Champions, à la hauteur de leur status, de leur histoire et de tous les trophées qu'ils ont gagnés. Simonet, juste, on n'a pas parlé des deux Italiens du PSG. J'aimerais y revenir un peu. Thiago Motta et Verratti. Donc Motta, est-ce que tu le vois remplir un an? Et sinon, est-ce qu'il pourrait devenir entraîneur à court terme? Et pour Verratti, comment tu juges sa saison et comment il est jugé aujourd'hui en Italie? Parce qu'on sait que sa cote a baissé récemment. Est-ce que c'est toujours le Verratti du début ou est-ce que c'est un peu la cote a baissé un peu? Alors, je commence avec Marco. Que moi je sa saison plutôt positive avec une note de 6. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait lui donner 8 chaque année, mais il a joué bien. Moi, je trouvais que il a été qu'il a fait des bons matchs. Ça reste toujours le même discours. Il n'a pas été déterminant dans les moments décisifs. Il n'a pas amélioré beaucoup ses stats. Il n'a pas été étincelant tout le temps. Et en Italie, bien sûr que sa cote a baissé parce que c'est un joueur qu'on attend, c'est un joueur qu'on a toujours considéré un grand prospect, un grand joueur, un potentiel crack. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il va fêter 26 ans, qu'il a toujours gagné des championnats au PSG, mais n'a pas été capable de s'imposer vraiment en sélection. Et là aussi, malheureusement, il n'est pas le joueur qui te qui te fait briller les yeux dans les grandes soirées européennes du PSG. Je trouve qu'il a été intéressant, qu'il a fait des passes, il a fait des buts, même avec des champions, c'est vrai. Mais moi, je voudrais voir Marco Verratti être extraordinaire à chaque match, à chaque grand match. Je voudrais un peu qu'il soit les Modric du PSG, le Rakitic du PSG, un peu un joueur qui fait changer de vitesse, qui fait accélérer les jeux, qui fait des gestes techniques tout le temps un peu extraordinaires. Malheureusement, les deux gestes qu'on se rappellera de lui cette saison, c'est les cartons rouges face au Real Madrid, c'est les cartons qui lui fait rater la match retour face à la Suède avec la sélection. On va continuer à parler de ces excès.
Marco Verratti, c'est un joueur que j'adore, de son petit doigt à la pointe de ses cheveux. C'est un garçon que j'aime bien aussi et que je voudrais vraiment voir évoluer au plus, au plus grand niveau, au max de ses capacités. Et parfois, j'ai l'impression que il peut faire beaucoup mieux, euh, surtout dans les événements importants. Euh, c'est une saison qu'on peut pas juger négative, mais j'aurais vraiment aimé lui donner une note plus haute et je pense que une note de 6 pour dire c'est euh, avec la saison dernière que c'est peut-être la saison 2015-2006 aussi, ça qui a été celle avec plus de blessures. Euh, voilà, n'est pas la meilleure saison qu'il a fait au PSG. Je trouve que les deux meilleures saisons sont les deux premières au PSG et j'espère que, comme il dit qu'il veut rester et qu'il va rester, j'espère que la saison prochaine, on va voir les meilleurs Verratti de son histoire. Et pour Mota, voilà, là c'est quelque chose qui, par contre, me fait brûler les yeux parce que c'est sa dernière saison. Je trouve que il a fait encore ce qu'il fallait. Bien sûr, il a 36 ans. Thiago, il a mon âge. Je connais bien. C'est un joueur qui a fait tout ce qu'il pouvait. Euh, il a donné son expérience, son savoir-faire. Il a donné sa patte au PSG. Je crois quand il va commencer sa nouvelle expérience d'entraîneur, ça devrait être dans les staffs 2019 la saison prochaine pour commencer. Et ce serait très bien pour le PSG d'avoir un joueur qui incarne, qui représente 100% le club, son histoire plus récente, ses projets du Qatar, qui représente l'idée de jeu, qui représente l'envie de gagner du PSG. C'est très bien d'avoir un joueur comme ça qui va démarrer une carrière successive à celui des joueurs au PSG en tant qu'entraîneur dans une équipe des jeunes et après pourquoi pas devenir entraîneur de PSG quand il aura passé tous ses diplômes, etc. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon pour le PSG de lancer un signal de continuité, un signal de progression vers l'avenir et d'avoir une ADN PSG qui soit sur le terrain et dehors du terrain. Déjà Maxwell, il avait commencé à faire ça. La première saison de Maxwell derrière rideau reste un peu trop derrière les rideaux. À mon avis, s'il aurait pu s'imposer un peu plus, il aurait pu parler un peu plus, il aurait pu être un peu plus présent, je trouve. Voilà, je pense que Thiago Motta, quand il pourra faire les choses comme il veut et comme il faudra au PSG, en tant qu'entraîneur d'une sélection des jeunes, je pense qu'on va voir des belles choses, des très belles choses. Juste pour conclure, Simone, la Roma qui a réalisé un exploit exceptionnel contre le Barça, qui après être sorti premier de sa poule devant l'Atlético et Chelsea, est-ce que vous, en tant que Simone, vous croyez à un exploit de la Roma, peut-être aller en finale et puis encore mieux, plutôt gagner la Ligue des Champions? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, selon vous? Aujourd'hui, s'il y a 4 équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions, la Roma est bien sûr la 4e. Mais je trouve que ce match face au Barça a donné a changé beaucoup des choses dans la tête des joueurs de la Roma. Tous les autres clubs, surtout Bayern et Real, savaient d'avoir une vraie force en Ligue des Champions. Liverpool savait de pouvoir battre Manchester City parce qu'il avait déjà fait un championnat. La Roma ne s'attendait pas d'être capable de renverser les Barça, mais ils l'ont fait. Je pense que ça, c'est une force extraordinaire qui peut aider la Roma. S'ils sont capables de sortir de Anfield avec un résultat ouvert, je crois que le match retour à l'Olympico peut être à nouveau
très surprenant pour ce qui attend de voir Liverpool en finale. Après, si tu arrives en finale, pourquoi pas faire un exploit en plus. Moi, je les vois pas gagner la Ligue des Champions, mais je suis confiant sur le fait que la Roma puisse se qualifier en finale. Et après, ça dépend de l'adversaire en finale. Une finale Roma-Real Madrid, je la trouve trop défavorable à la Roma. Les Bayern, pourquoi pas, mais après, c'est des projections, des prédictions comme ça. On ne sait pas dans quel état physique ils vont arriver, dans quel état seront certains joueurs. La force du Bayern, c'est d'avoir 16-17 joueurs de qualité extraordinaire. La Roma a son 11 titulaire qui est plutôt bon. Et après, des remplaçants sur lesquels il faudra, à mon avis, miser un peu moins. Il y a des bons joueurs, mais pas au niveau des remplaçants du Bayern, du Real. Donc, voilà, je trouve qu'il y a une vraie porte ouverte face à Liverpool, qui reste quand même favori. Et après, si tu élimines Barça et Liverpool, rien t'empêche de rêver les plus grands exploits de ta vie en finale. Bon, en tout cas, Simone Rovera, merci. Ça a été un plaisir de vous avoir, en tout cas, ce soir. Merci à vous, en tout cas. C'est un plaisir pour moi. Et on se... Non, et bon, et j'espère que bientôt, la saison prochaine, dans quelques mois, on pourra analyser des grandes victoires du PSG. On l'espère. Mais plutôt que décortiquer si la saison était vraiment satisfaisante et des échecs en Europe. Je pense que le PSG mérite, et je suis convaincu, comme tout le monde, qu'un jour va gagner la Ligue des Champions, mais quand personne peut le dire, mais je trouve que c'est un club qui monte. Donc voilà, pourquoi pas un jour, dans quelques années, 3, 4 ans, voir un Thiago Motta, entraîneur de PSG, qui soulève au ciel la Ligue des Champions. Ce serait quand même très beau, même si les supporters du PSG, j'imagine que ce soit Tuchel, aussi demain, on vous dit que c'est Rudi Garcia qui fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Je pense que tout le monde serait preneur. Non, juste pour vous, Thomas Tuchel, vous en parlez comme si c'était fait pour vous, c'est fait Tuchel, c'est ça? Moi, oui, pour moi c'est fait. Pour moi, je parle déjà de lui comme les prochains, comme les nouveaux entraîneurs du PSG, et parce que c'est mes informations, tout a été fait, et voilà, donc c'est une évidence que ce sera Tuchel. Moi, j'ai perdu l'espoir, mais là c'est personnel, c'est un espoir j'avais l'espoir de voir Allegri au PSG à un certain moment, parce qu'on me disait qu'il y avait des contacts. Après, rien, ça a été fait. Mes discours pour compter, mais voilà, là, c'est pas plus que dire, j'aurais aimé de voir un entraîneur italien au PSG, que ce soit Ancelotti, que ce soit Conte ou que ce soit Allegri. Là, selon les infos, c'est Tuchel et il n'y a pas d'autres recherche d'entraîneur. Juste un mot, excusez-moi, sur la nomination qui est quasi faite de Roberto Mancini à la tête de l'Italie. Je viens de voir ça. Vous en pensez quoi? Vous êtes satisfait en tant qu'Italien ou pas? Alors, moi, je trouve Mancini un très bon entraîneur. Sincèrement, ça a été un bon entraîneur, quelqu'un qui a toujours aimé la sélection, qu'il a été très malchanceux dans sa carrière de joueur avec la sélection, mais il n'est jamais arrivé à s'imposer vraiment. C'est un entraîneur d'expérience, un entraîneur qui a vécu dans plein des pays, qui a gagné presque partout, sauf au Zénith. Il a gagné au moins un trophée avec chaque club qu'il a entraîné. Je trouve que c'est un très bon choix. Ça aurait été un très bon choix, même Ancelotti, même Conte. Mais Mancini, je trouve que si les autres prenaient la sélection un peu comme choix par défaut, pour Mancini, c'était la priorité. Donc, vaut mieux, quand sera confirmé l'arrivée de Mancini, vaut mieux avoir donné la sélection à quelqu'un qui voulait fortement ça, plutôt qu'à quelqu'un qui n'a pas trouvé autre chose. Merci beaucoup en tout cas Simone Rovera, et je vous dis peut-être à très bientôt pour un nouveau passage, on espère, dans Intégral Foot sur Pourquoi pas. Merci à vous et bonne soirée. Ciao. Merci à vous, bonne soirée.